Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h36, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant ou si vous avez pris cette matinale en cours. Vous avez peut-être entendu les propos d'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il n'y a pas eu de répit pour le monde agricole. Elle faisait la liste terrible de ces 12 derniers mois pour ce monde agricole. Et je voudrais qu'on débute ce grand débrief par ce qu'elle nous a dit. La DNC, heureusement, plus de cas depuis janvier, mais enfin ça a quand même occupé l'espace pendant 6 mois. Les droits de douane qui ont été un problème évidemment, les élevages et les récoltes qui ont été frappés par la canicule. Et puis cette question que je lui posais en toute fin d'interview sur la possibilité de moissonner le soir, parce que c'est un vœu des agriculteurs, ils devraient pouvoir le faire. Et elle le dit, il y a quelque chose d'absolument illogique. On leur demande de ne pas moissonner dans la journée parce que ça peut provoquer des départs d'incendie. Eux voudraient le faire le soir, mais ils peuvent pas forcément parce qu'il y a des règles parfois locales, il y a des interdictions sur le bruit, sur l'environnement, etc., etc. Bref, voilà, Annie Genevard, à la fin de l'interview, dit « Je suis d'accord ». Alors on attend les actes parce que ça fait partie des vœux pour le monde agricole. Et d'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Vous pouvez intervenir sur l'antenne de Sud Radio. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention ce matin, Françoise de Gouaille, Philippe David ? Je retiens que Michel Rocard avait raison quand il disait le ministère de l'Agriculture, c'est un petit Matignon. Et c'est vrai que j'en parlais à l'instant en sortie du studio avec Annie Genevard. Ça ne s'arrête jamais en réalité. Ça ne s'arrête jamais. Il faut trouver des solutions concrètes. Le monde agricole va mal. C'est pas simplement le monde agricole français. Le monde agricole mondial est en pleine mutation et il faut absolument protéger véritablement les agriculteurs. Vous savez, on rigole parce qu'on a le nez collé sur l'actualité. On se dit la canicule, tout le monde fait des vœux pieux et puis quand elle va passer et qu'on va se retrouver à la fin du mois d'août, on aura tout oublié, comme on aura oublié la détresse des agriculteurs après les épidémies, après le Mercosur, c'est-à-dire que les crises restent, si vous voulez, sous le tapis et ressurgissent. Je rappelle simplement, je regardais un excellent documentaire sur le dérèglement du climat, je rappelle simplement qu'au VIe siècle, voyez-vous, eh bien l'Empire romain s'est effondré véritablement sur le dérèglement climatique. Qui a provoqué quoi ? C'est pas le dérèglement climatique en soi, eh bien ce qui a provoqué des récoltes absolument lamentables, qui a provoqué la colère des populations, et voilà aussi comment les sociétés s'effondrent sur le climat. Donc c'est pas un truc, vous savez, on en parlait, c'est avec vous, j'arrive au micro, je dis voilà, j'ai décidé que je réinvente l'eau chaude, moi je vais ouvrir les piscines, moi je vais faire de la géothermie. Faites-le, parce que la réalité c'est que ça touche les besoins vitaux des êtres humains, et l'agriculture, on devrait la soigner, on devrait la mettre au pinacle, on devrait en prendre soin pour cette raison-là. Philippe David, il n'y a pas assez d'attention aussi pour le monde agricole, c'est une réalité. Je vais citer non pas Michel Rocard, mais Jean-Louis Borloo, de manière un peu plus récente, qui a eu raison. Il a dit la France est devenue un pays de contrôleurs. Ce que vous disiez sur les moissons qu'on peut pas faire le soir, qu'on peut faire ceci, qu'on peut faire cela, il faut déréglementer massivement la France. La déréglementer massivement. Moi, je vais prendre un exemple terrible. On parle de l'acétamipride comme étant le grand méchant loup. Qui pourrait donc revenir à la faveur de cette nouvelle loi. Quand on a fait la tournée des buralistes, il y a quelques semaines, au mois de mars, moi, j'avais rencontré quelqu'un dans un café à Foulayronne, à côté d'Agen, qui récoltait des noisettes et qui est devenu buraliste. Pourquoi ? Parce que la noisette française avait perdu toute compétitivité. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi on va interdire à nos agriculteurs de cultiver des noisettes à l'acétamipride, mais qu'on va en importer des milliers de tonnes, notamment de Turquie, gavées d'acétamipride et d'autres produits, pour fabriquer la pâte à tartiner la plus connue, je ne citerai pas la marque, dont l'usine est en Seine-Maritime. Il faut être fou pour accepter des choses pareilles. Mais comme on ne peut pas interdire l'importation de ces produits, comme c'est une règle européenne, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, il faut permettre à nos agriculteurs, si tout le monde l'utilise sauf la France, c'est que le produit ne doit pas être si dangereux que ça. Je m'inscris en faux. Non, ça n'a rien à voir. La danger du produit, elle est plus approuvée du tout. Alors pourquoi tout le monde le refait ? Eh bien, parce qu'il faut mener des combats. Si vous voulez, il faut mener des combats. Ça s'appelle des bras de fer politiques. Et vous le savez très bien, Philippe. Vous avez parlé de Volkswagen. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit dans votre édito. Mais en tout cas, nous sommes d'accord tous les deux pour dire que le combat politique européen, il doit se mener. Et effectivement, il faut le mener pour aller vers le mieux disant. Évidemment que la c'est un poison mortel. C'est un poison pour nous à terme. C'est comme les pesticides.
importations chez nous. Donc c'est un combat. Mais on n'a plus de pâte à tartiner après. Écoutez, on s'en passera peut-être parce qu'en plus il y a l'huile de palme dedans. Excusez-moi, quand vous voyez, parlons du Nutella, quand vous voyez la destruction que ça provoque, moi je le cite parce que quand vous voyez la destruction que ça provoque véritablement l'huile de palme, parce que les pays pauvres évidemment ou en voie de développement déforestent pour pouvoir produire ce truc-là, eh bien la réalité c'est que c'est des combats politiques qu'on doit mener et qu'on ne mène plus. Alors on a des appels bien sûr au 0826 300 300 et Manu me signale Cédric. Bonjour Cédric, vous êtes en ligne sur l'antenne de Sud Radio. Vous vouliez réagir à cette loi d'urgence agricole. Dans quel sens? Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour à vous tous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. J'aurais souhaité avant tout que Madame Genevard prenne vraiment à bras le corps cette urgence-là, et je vois qu'elle n'y est pas, puisque comment se fait-il qu'en fait on arrive en France à produire des choses à ne pas produire des choses qu'on importe, et ça je trouve ça inadmissible. C'est ça une urgence. L'urgence agricole, c'est ça. Regardez, on n'a pas le droit de se servir de certains pesticides, qui est, allez, on va dire un peu logique, mais en fait tout ce qu'on importe, en fait, eux ils s'en servent. On n'a pas le droit de faire concernant les poulaillers notamment, on a des cahiers des charges. Justement, ça en fait partie. Ultra chargés. Et écoutez bien, l'Ukraine et la Pologne maintenant importent en France parce que ils ont fait exprès de faire de la pénurie. Donc ils ont dit maintenant on peut importer parce que on en manque. Non, on n'en a jamais manqué. On n'a jamais manqué d'œufs. Et Madame Genevard, en fait, elle a fait comme tous les politiques. Elle est venue avec ses réponses, et alors que le journaliste était là avec des questions, elle n'a répondu pratiquement à rien, ou elle a éludé certaines choses. Moi, je veux que nos agriculteurs soient vraiment protégés. Mais quand je vous dis protégés, c'est réellement protégés. On ne peut pas importer des choses qu'on interdit de faire en France. Ça c'est le problème de la transposition. Exactement, entre Bruxelles et la France. Rapidement, parce qu'on a un autre appel derrière. Cédric, je vais vite sur les poules et la guerre. Ça fait partie de la guerre de la volaille, si vous voulez, elle date de 20 ans. Vous savez que la filière entière bretonne, notamment avec l'usine Doux, s'est totalement effondrée en 2012 à cause de la concurrence brésilienne. Déjà. Donc déjà, vous voyez, c'est pas un problème nouveau. Dans la loi, on est en train d'évoquer la possibilité d'avoir des poulaillers plus grands, enfin, peut-être pour que les Français puissent concurrencer certaines importations. On a maintenant. Merci Cédric pour votre intervention ce matin, mais vous êtes nombreux à vouloir nous appeler. C'est Benoît maintenant qui est avec nous. Vous nous dites, Benoît, qu'il faut plus d'eau, et Annie Genevard était d'accord à cette même place ce matin il y a quelques minutes. Elle nous dit on irrigue très peu en France. Est-ce que c'est le sens de votre intervention? Soyez le bienvenu. Bonjour. Benoît dans le Gers. Je suis producteur de céréales et surtout collecteur de céréales, c'est-à-dire que je suis comme les coopératives, à part que j'ai une entreprise privée qui fait la collecte de céréales une fois que les agriculteurs les ont produites. Et la survie de cette entreprise, elle est à l'accès à l'eau par rapport aux agriculteurs. C'est pas la peine de les abreuver de subventions ou de plans d'urgence lorsqu'ils ont des problématiques de rendement. Dans le sud-ouest, il n'y a pas le plan qui a été fait partout en France dans les années 60, 70 et 80 pour alimenter en eau suite à la grande sécheresse de 47-49. On peut la celle de 76, on peut y penser aussi, mais la très grande sécheresse qu'il y a eu, c'est 47-49. Et dans le sud-ouest, le plan, il n'a pas été terminé. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ceux qui parlent actuellement, suite à la canicule qu'il y a eu, on parle du 1er juillet, on peut avoir des restrictions d'eau. Mais comment un agriculteur il peut prévoir son affolement de culture d'été, des cultures qui vont être à marge, sous contrat, comme du maïs semence, comme des tournesols semences, des choses comme ça. Si il peut prévoir ces superficies, si à partir du 1er juillet, on lui dit mais on va commencer à vous restreindre l'eau, ça veut dire qu'il ne peut pas amener au bout ces cultures. Donc ça, c'est pas possible. Comprenez-vous? On est bien d'accord. Donc, effectivement, le réchauffement climatique, et tous les experts en la matière, nous annoncent que ces phénomènes-là vont être dans une régularité. Exactement. Voilà. Mais métronomique en fait. 57, la sécheresse 47-49, qui est une sécheresse qui a duré plusieurs années,
elle va revenir, elle est peut-être centenaire, mais elle va revenir plus souvent. Ça veut dire qu'on s'en rapproche de plus en plus et qu'elle va revenir assez rapidement. Alors moi je constate, parce qu'on est proche des Pyrénées, moi je constate que les Espagnols, ils ont largement anticipé ça. C'est-à-dire que toutes les réserves qu'ils pouvaient faire dans leur partie des Pyrénées, qui est la plus sèche par rapport à la France, ils ont fait tous les barrages qu'ils pouvaient faire, ils ont canalisé l'eau pour la descendre au plus bas dans l'Espagne, plus bas que Madrid. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans? On s'est arrêté, on a annulé des projets. Je parle de Charlas, par exemple. On l'a annulé, on a décidé qu'il fallait pas le faire, très bien. On a Golfech, la centrale nucléaire à Valence d'Agen, qu'on arrête parce qu'on voit que la température de la Garonne commence à monter, donc on l'arrête. En fait, voilà, on a Toulouse, qui est une très grande agglomération qui il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires chaque année qui viennent sur la région toulousaine. C'est très bien, c'est tout, mais en face, mais c'est la guerre de l'eau à un moment donné. Si on a des épisodes comme ça qui reviennent de plus en plus récurrents, voilà. Et donc ça veut dire que la variable d'ajustement, ce sont les agriculteurs, et les agriculteurs, voilà, on va leur dire, voilà, c'est moins 30, moins 50, moins 80% d'eau, à moins suivant les épisodes que nous allons voir. Donc voilà, alors on fait le choix. Merci Benoît, c'est un vrai sujet. Françoise, peut-être sur les barrages, une précision quand même. Vous dites, ok, Charlas a été abandonné, mais la réalité, c'est que les barrages des Hautes-Pyrénées sont des énormes constructions hydrauliques et que vous arrivez à irriguer toute la vallée de l'Adour, vous arrivez à irriguer jusqu'à la plaine de Tarbes. Donc, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites. C'est vrai que vous avez raison sur la bataille de l'eau, mais elle n'est pas simplement liée au barrage. Elle va être mondiale en plus, la bataille de l'eau. Et puis une fois de plus, Benoît nous parle aussi de cette contradiction. On est en période de canicule, les restrictions sont logiques, mais les agriculteurs ont besoin d'irriguer. Mais je pense quand même que les préfets sont pas des fous furieux, et je pense qu'il y a quand même des délégations et des dérogations préfectorales qui fonctionnent quand même. On n'est pas non plus administré par des cinglés. 8h47, on poursuit la discussion et on parle également politique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un ralliement très fort dans le camp d'Édouard Philippe. On en parle tout de suite après ça, à 8h48 ce matin sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Vous avez encore un petit quart d'heure pour gagner le séjour avec Lagrange Vacances, séjour de 4 personnes à la mer ou à la montagne. Je pense que la montagne aura une petite cote cet été, parce que il y a à nouveau un nouvel épisode de canicule qui nous est annoncé entre le 6 et le 13, et donc la montagne, ça permet de respirer, d'avoir un peu plus d'heures. C'est cadeau, c'est Sud Radio, vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS, Sud au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Encore une fois, c'est un séjour pour 4 personnes avec Lagrange Vacances d'une valeur de 1 000 €. Bonne chance à tous. On annoncera le nom du vainqueur dans un petit quart d'heure. Et dans ce grand débrief, on l'apprend ce matin, Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement Lecornu, Maude Bréjon qui est l'une des personnalités les plus en vue, faut-il le dire, Françoise Degois, sur les antennes, elle présente bien, elle explique bien, elle fait beaucoup de pédagogie, et donc elle annonce qu'elle va soutenir Édouard Philippe. On sait qu'il y a actuellement 2 personnes qui peuvent se revendiquer tout en évitant de se revendiquer de façon trop forte. Oui, ils veulent l'héritage sans payer les droits d'héritage. Ils veulent l'héritage mais sans les inconvénients, comme quand on va chez le notaire. Je veux bien la maison mais pas trop les impôts. Françoise Degois. Ça s'appelle les droits de succession. Ça s'appelle les droits de succession. Et là, que pensez-vous, Françoise, de ce soutien ? C'est un soutien fort quand même, Maude Bréjon. Elle compte, les Français voient qui elle est. Oui, alors elle compte sans compter, parce que si vous faites un sondage dans la rue, Maude Bréjon, oui, un peu plus que les autres, mais on sent quand même une manœuvre. Moi, je vois bien, d'abord, tout ce qui se fait avant l'automne me paraît très vain, que ce soit les meetings, etc. Et alors, manœuvre, c'est-à-dire dans quel sens ? Moi, j'ai une petite intuition. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a quelqu'un à l'Élysée qui ne veut pas que ce soit Gabriel Attal ou que ce soit Édouard Philippe qui lui succède. Ce quelqu'un, je vous laisse deviner qui c'est. Même Édouard Philippe, je pense qu'il ne veut pas, pour 1000 raisons. D'abord parce qu'ils ont tué le père, il n'avait pas à le faire. Édouard Philippe a été vraiment très sévère avec Emmanuel Macron, en lui disant il a demandé sa démission, alors que la veille Gabriel Attal avait dit je suis comme des millions de Français, je ne comprends plus rien à ce que fait Emmanuel Macron. Donc ils ont commis le crime de lèse-majesté, et en plus de ça, si Emmanuel Macron veut revenir en 2032, dans sa tête, il se dit c'est mieux Castex et les Cornus pour moi que Attal et Philippe. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un peu un
pilotage de l'Élysée pour, comment dirais-je, affaiblir Gabriel Attal. Il va jouer comme ça, Emmanuel Philippe Macron. David, Maud Brejon qui soutient Édouard Philippe, qu'est-ce que vous en déduisez quoi? Ils ont plutôt le sentiment que ce sera Édouard Philippe et donc ils vont plutôt dans ce camp? Vous me permettez une expression du Sud-Ouest. Je vous en prie. Déjà au niveau des municipales, dans la majorité présidentielle, on était cul par-dessus tête. Parce que je vous rappelle que non mais c'est vrai. Vous aviez des gens d'Horizon, de Macron qui soutenaient. Personne qui soutenait comment il s'appelait, qui était candidat pour Horizon. Édouard Philippe. Non, à la mairie de Paris. Ah mais oui, bien sûr, Bournazel. Oui, on se souvient même plus de Bournazel. Des Bournazel, etc. C'était une pétaudière. Et là, je me dis qu'ils sont déjà cul par-dessus tête. Mais quand on voit à quel niveau ils sont dans les sondages, attention, ça pourra avoir un prix très fort dans les urnes au printemps prochain. Oui, enfin, Édouard Philippe est le seul pour le moment qui passe le deuxième tour et qui bat ou Jordan Bardella ou Marine Le Pen dans les sondages. Donc Édouard Philippe, il la joue quand même un peu plus solide. Hein, mais on est un an. Quand donc, on voit sa difficulté à remplir une salle pour son premier meeting, j'ai peur qu'il ne remplisse pas les urnes non plus. L'actualité sur les réseaux, tiens, Édouard Philippe, justement, il a fait un meeting online, comme on dit, en ligne, où il a. Non, mais c'est vrai. Ça fait partie des. Oui. Ça coûte moins cher et puis on ne prend pas de risque d'être humilié parce qu'on remplit pas l'aréna. Voilà. Et puis il y a eu quelques ironies également sur les réseaux. Benjamin Glaise nous a rejoint dans ce studio pour nous parler d'un autre aspect dont on parle beaucoup sur les réseaux, c'est les sorties de route de Luc Ferry qui a provoqué l'indignation ces dernières heures et notamment hier soir avec plusieurs sorties. Benjamin. Effectivement, comme tous les dimanches soirs sur LCI, Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, donne son avis sur l'actualité. Hier, plusieurs séquences ont choqué les internautes et se retrouvent sur les réseaux sociaux. La première, celle-ci, Luc Ferry qui s'en est pris au physique. Écoutez de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui avait déclaré ce week-end que la climatisation n'était pas un remède à tous les maux. C'est d'une rare bêtise. Je comprends pas que cette dame puisse être ministre. Enfin, c'est délirant. Et cette dame dit des bêtises qui sont grosses comme elle. C'est effrayant. Non, vous pouvez pas dire ça, Luc Ferry, tout de même. Il est repris par la journaliste Luc Ferry qui ne s'arrête pas là pour dire qu'on en ferait trop sur la canicule. Il a invoqué la mémoire de son père comparant la chaleur qu'on a subie à celle des fours crématoires nazis. Oui, écoutez. Franchement, mais dans quel monde on vit? Enfin, écoutez, franchement, mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Il faisait très chaud aussi, surtout dans le four qu'on avait préparé pour lui. Bon, c'est invraisemblable. On est quand même capable de supporter ça. Et ça se passe de commentaires. Une dernière séquence rapidement qui fait réagir. Elle concerne cette fois-ci Samuel Paty, assassiné en 2020 par un terroriste islamiste. Le maire LFI de Roubaix, David Guiraud, refuse de donner le nom du professeur à une école de la ville. Et sur ce sujet, Luc Ferry a aussi sa petite idée, sa petite théorie, émaillée quand même de pas mal d'approximations. Pourquoi le nom de Samuel Paty suscite encore autant de débats près de 6 ans après? D'abord parce qu'il était juif, non? Ça aide pas dans le contexte actuel et en particulier chez LFI, non? Je crois qu'il n'était pas juif, non. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu par beaucoup de gens, et notamment du côté de l'extrême gauche. Et donc, je pense que c'est ça qui suscite cette hostilité. Et puis, évidemment, le fait qu'il ait été assassiné par un OQTF, non? Non, il n'était pas OQTF. Non, il était Non, il n'était pas OQTF. Il était tchétchène, mais pas OQTF. Mais il était radicalisé. Il était fiché S. Non plus. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup réagir. On a un élu LFI, notamment Arnaud Saint-Martin, pour donner qu'un exemple, député LFI qui dénonce ici un abaissement moral, je cite. En tous les cas, Margot Haddad, qui est face à lui, a parfaitement réagi parce qu'il faut avoir tout ça en tête. Et comme toujours, Margot Haddad a été top. Elle a été très bien face à Luc Ferry, qui lui donne beaucoup de travail. C'est quand même quelques sorties de piste. Non, mais écoutez, Jacques, c'est plus qu'une des sorties de piste, si vous voulez. Je sais que vous atténuez, mais parce que c'est votre devoir de réserve. Honnêtement, une question à nos copains de LCI, que ce soit Guillaume Debré, le directeur de LCI, que nous connaissons tous bien. Quand est-ce que vous sortez Luc Ferry de l'antenne? C'est inacceptable, totalement inacceptable ce type de propos. On peut pas taper toute la journée. Hier soir là. Mais on peut pas taper toute la journée sur CNews, si vous voulez, en disant c'est le summum du cloaque. C'est devenu un cloaque pendant 10 minutes ce truc-là. Faut que ça s'arrête. Mon avis, je sais pas ce qu'en pense Philippe. David. Moi, je crois que la canicule a une responsabilité importante sur les neurones de certains. J'en dirai pas sur plus. Les gens âgés, c'est ça. Ça, je ne ferai pas d'agisme. Allez, il est bientôt 9h et ce sera l'heure des infos. Merci à vous de m'avoir accompagné durant ce grand débrief. Merci également à John à la réalisation et Manu au standard. On se retrouve bien entendu demain. Dans un instant, les infos de Laurie Leclerc. Bonne journée à tous.